Salut, c'est Trado. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, même si, pour être précis, à l'heure où je vous parle, je suis dans un avion en direction de l'Australie. Et à la demande de mon ami Jean-François, qui vraiment voulait me permettre d'être là avec vous aujourd'hui pour cette grande réunion, eh bien j'ai décidé de vous présenter de manière un petit peu détournée mon analyse technique de l'or, de l'argent et également du Bitcoin, qui de plus en plus tend à exciter les convoitises des investisseurs. Donc, lors de cette présentation, on va voir à la fois le bilan de l'année 2017 et les perspectives pour 2018, un petit peu à la manière de ce que j'ai pu vous proposer en chair et en os les années précédentes. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui découvrent l'analyse technique, voilà le programme de la présentation. Je vais d'abord vous expliquer ce qu'est l'analyse technique et ce en quoi elle peut nous servir. On mettra ensuite en perspective l'historique de l'évolution de l'or et de l'argent, l'historique récent et un peu moins récent. Et dans une troisième partie, je vous expliquerai comment justement l'analyse technique peut vous aider à investir de manière rationnelle, optimisée, j'ai envie de dire, dans les métaux précieux. Et à l'aide de ces outils, eh bien, on va essayer à la fois pour l'or et pour l'argent de cadrer l'évolution qui peut être attendue des métaux précieux pour le futur proche. Et enfin, comme je l'ai promis, un petit détour du côté du Bitcoin pour assoiffer, pour étancher pardon, la soif de ceux qui s'intéressent au Bitcoin. Alors, l'analyse technique, qu'est-ce que c'est, à quoi ça peut nous servir? Alors ça, je l'explique chaque année, mais encore une fois, je vais me fendre d'une explication assez brève sur les grands principes de l'analyse technique, qui sont les suivants. On part du principe que l'histoire ne se répète jamais, mais elle a quand même une furieuse tendance à bégayer, et que donc en essayant de modéliser, de comprendre l'évolution récente d'un actif qui peut être l'or, l'argent, le bitcoin ou même une action, et même essentiellement des actions dans l'usage qu'il en est fait régulièrement, eh bien on peut essayer effectivement de deviner ce qui peut se produire de manière probabiliste par la suite. Alors j'aime toujours prendre la même image qui est celle du boxeur, du champion opposé à un challenger. Imaginons que vous ayez un soir à parier soit sur le champion qui a remporté ses 20 dernières victoires, soit sur un challenger qui, lui, n'est pas un palmarès aussi glorieux. Si vous avez 100 euros à parier sur quelqu'un, il y a de fortes chances que vous pariez sur le champion en titre qui a déjà fait ses preuves, en imaginant que, puisqu'il a balayé toute la concurrence lors des précédentes confrontations, il y a des chances pour qu'il l'emporte encore puisqu'il est invaincu. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'analyse technique. On part du principe que ce qu'il s'est passé précédemment a de plus fortes chances de se reproduire à l'avenir, plutôt que on arrive à justement identifier le moment où la série va s'arrêter. Eh bien, c'est donc pareil pour l'analyse de l'or, de l'argent, tout en sachant bien sûr que l'analyse technique n'est pas une science exacte, puisque ça ne fait que modéliser, que regrouper, que synthétiser les actions passées de milliers, voire de millions d'opérations. Et donc à partir de là, on va essayer de mettre en perspective ce qu'il s'est passé sur l'or. Alors voilà où on en est actuellement. Vous voyez, on voit bien la période de hausse que l'on a connue à partir du début des années 2000, qui nous ont permis, après une hausse de près de 600%, d'arriver à 1900 dollars l'once. Et puis ça a été la traversée du désert à partir de 2012, puisque l'or a perdu 45% de sa valeur pour nous amener à 1050 dollars. Et depuis, eh bien, on assiste à une sorte de rémission. Et c'est pareil pour l'or libellé en euros, qui a lui aussi connu une hausse fulgurante, bon peut-être un petit peu moins impressionnante que l'or libellé en dollars, mais quand même on est passé
de moins de 10 000 € l'once à 44 000, enfin, le kilo, pardon, à plus de 44 000 € le kilo, donc une augmentation très significative de 460%. Et là aussi, hein, la baisse a été assez dramatique puisque l'or a perdu plus d'un tiers de sa valeur, amenant le kilo d'or à toucher les 28 000 € le kilo. C'était en 2014. Alors justement, si on considère que ce qu'il s'est produit dans le passé peut toujours se reproduire de manière purement probabiliste, eh bien moi je vous invite à regarder justement et d'étudier ce qu'il s'est passé entre 1974 et 1980 dans l'ellipse bleue. Voilà ce que ça a donné. Alors c'était une période où l'or ne valait pas grand-chose. On est passé de 30 $ l'once à 190 $ l'once. Une hausse donc tout à fait comparable de 533%, comparable à ceux que nous avons connus puisque l'or a pris 600%, je vous le rappelle, dans sa période la plus faste, hein, dans les années 2000. Et puis par la suite, eh bien effectivement, ça a été la débandade. L'or passant de 190 $ l'once à 105 $ l'once avec une baisse de 44%. Mais le plus important n'est pas là. C'est qu'en l'espace de quelques années, on a connu une évolution fulgurante de l'or et un retracement tout aussi impressionnant. Mais on voit que l'histoire s'est terminée plutôt de manière favorable puisque suite à cette consolidation qui correspond en fait à l'ellipse bleue, eh bien on a connu une hausse de 670% avant effectivement de voir l'or décliner de manière drastique par la suite. Alors ce qui voudrait dire, mais là c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche, que si effectivement ce qu'il s'est produit précédemment pouvait se reproduire, eh bien on passerait donc de 1050 $ à 7350 $ l'once. C'est ce à quoi correspond une hausse de 600% correspondant à celle à laquelle on a assisté précédemment. Alors j'ai pris 600 et pas 670, mais c'est déjà pas mal. Et sur l'or, c'est pareil, ça correspondrait à partir des plus bas de 28 000 € le kilo à une augmentation qui nous amènerait à environ 200 000 € le kilo. Voilà ce qui pourrait nous attendre si effectivement ce qu'on a connu dans les années 70-80 devait être amené à se reproduire. Et puis surtout pour comprendre que la baisse très significative à laquelle on a assisté pendant quelques années, nous faisant perdre 40%, 45%, eh bien n'est pas quelque chose qui nécessairement scelle l'avenir de l'or. Alors l'idée à partir de maintenant, c'est qu'il faut établir une stratégie pour investir dans les métaux précieux. L'idée, encore une fois, c'est que l'analyse technique nous donne des outils très simples, très basiques, facilement reproductibles, qui sont en fait, tout ce que je vais vous expliquer est issu du module de formation, de la vidéo, du livre que je vous ai écrit pour justement appréhender au mieux et appliquer les principes de l'analyse technique. Les principes vont être très très simples dans la version la plus simplissime de la formation. À savoir, on va se reposer sur deux outils, les supports horizontaux et les résistances horizontales. Alors on va commencer par les grands principes. Les grands principes, c'est déjà de ne pas acheter d'un coup l'or et l'argent que vous voulez vous procurer. C'est une méthode qui repose sur l'idée qu'on doit toujours fractionner l'investissement que l'on veut allouer à l'or et à l'argent. Fractionner, ça veut dire que, par exemple, imaginons que vous vouliez investir, je donne un chiffre rond, 100, eh bien, il ne faut pas investir 100 du jour au lendemain, il vaut mieux investir 10, puis encore 10, puis encore 10, etc., 10 fois, ou même 5, 5, 5, 5. Mais l'idée, surtout, c'est qu'il faut fractionner. C'est très important pour plusieurs raisons. La première raison pour laquelle fractionner son investissement est indispensable, c'est que on ne monte jamais en ligne droite. Il y a toujours des retracements, il y a toujours des baisses qui ponctuent les hausses, et en fractionnant l'investissement, on peut justement se mettre du côté du marché et profiter des baisses pour réduire le prix d'acquisition et du coup réduire le coût moyen d'acquisition. Alors regardez un exemple sur l'or libellé en dollars, vous voyez que on a perdu 6,5%.
sur l'or en l'espace de quelques mois, quelques jours, même quelques semaines avant de repartir de l'avant. On voit ici également en juillet qu'on a également perdu 4% et on est à des niveaux qui ont été depuis lors dépassés. Donc les outils de base sont donc le support horizontal et la résistance horizontale. On va commencer par le support horizontal. Le support horizontal, c'est une zone qui historiquement et visuellement semble être une zone infranchissable à la baisse, c'est-à-dire une zone sur laquelle eh bien, les acheteurs inversent le rapport de force et empêchent les baissiers de faire baisser les cours. Par exemple, vous voyez la zone des 163, 165 dollars, ici historiquement, on parle de l'année 1975, eh bien, était une zone qui n'a pas été cassée. Il y a eu des attaques multiples, les vendeurs ont été très, très actifs sur cette période, mais à aucun moment la zone des 163 dollars a été cassée à la baisse. On a travaillé cette zone, vous voyez ici ou encore là, là ou là, mais à chaque fois, les acheteurs sur ces niveaux se révélaient plus agressifs que les vendeurs et les cours rebondissaient avant de pouvoir descendre en dessous de 163 dollars. Un autre exemple ici, à une période encore plus ancienne, on voit que les cours, malgré de multiples attaques baissières, n'ont pas réussi à descendre plus bas que 113 dollars. Alors quand on parle de zone de support, il faut bien comprendre ici que on parle véritablement au sens propre de zone, c'est-à-dire que c'est rarement un niveau de prix un seul, comme 113 dollars ou 114 dollars. C'est beaucoup plus souvent une marge de variation qui nous sert de support. Par exemple, les 113, 115 dollars. Ici, c'est de manière assez évidente que cette zone a servi de support pendant très 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 longtemps. Alors, l'idée, c'est que lorsque vous avez un support horizontal qui semble se dessiner, vous devez le matérialiser, soit à l'aide d'un crayon et d'une règle, soit sur un bout de papier, qu'importe. Et le fractionnement de vos achats doit intégrer la présence de cette zone de résistance. Et l'idée, de support, pardon. Et l'idée, c'est que justement, vous n'intervenez pas à moins que l'on revienne sur cette zone de support. Effectivement, en achetant à ce moment précis où on arrive sur la zone de support, eh bien, historiquement, vous augmentez les probabilités pour avoir acheté à un point bas relatif, puisque justement, sur ces niveaux, on a eu tendance par la suite à rebondir et repartir vers l'avant. Rien ne vous empêche d'acheter à un autre moment, mais si vous achetez à un autre moment, eh bien, vous risquez justement d'encaisser la baisse qui nous ramènera jusqu'au prochain support avant éventuellement de voir l'or, l'argent ou qu'importe remonter, et donc vous aurez une moins-value potentielle beaucoup plus importante que si vous attendiez d'être sur un support. Inversement, la résistance horizontale est une zone, comme son nom l'indique, qui est horizontale, mais qui va bloquer les cours de manière assez évidente. Là, sur l'or libellé en dollars, vous voyez bien que les 290-293 dollars, on parle des années 2000, 2001, 2002, est une zone qui n'a pas été cassée. C'est-à-dire que sur les niveaux de 290-293 dollars, j'ai bien dit zone, pas niveau de prix, eh bien, les attaques haussières ont toujours été contrecarrées par des ventes plus importantes qui ont maintenu les prix sous pression et en l'occurrence sous 293 dollars. Jusqu'au moment où cette résistance a été cassée, c'était justement précisément ici. Et cela signifie en substance qu'à ce moment-là, eh bien, la psychologie a changé et que pour un niveau de prix donné, les acheteurs ont été plus nombreux, plus agressifs que les vendeurs, permettant de faire sauter le bouchon. Ce à quoi vous assistez ici, ça s'appelle un throwback, c'est-à-dire que on redescend pour tester la zone de résistance. C'est des choses qui arrivent en plus d'un cas sur deux. Zone à partir de laquelle le rebond, très souvent, reprend forme et nous amène vers des nouveaux sommets. Alors, la manière de procéder est toujours la même, c'est-à-dire que lorsque vous avez décidé d'acheter 1 gramme d'or ou d'investir pour 100 euros, pour 500 euros, pour 1000 euros, pour 1000 euros, pour 10 000 euros, qu'importe, ça dépend de votre stratégie patrimoniale, l'idée c'est que vous n'intervenez pas
à moins que l'on vienne juste de casser une résistance. Parce que l'idée elle est simple, si vous achetez par exemple sur les 285 $, vous vous exposez tout simplement à ce que la prochaine fois que l'on vienne titiller les 290, on subisse un tir de barrage. Alors que si vous investissez 1 euro, 10 euros, 100 euros, 1000 euros, une pièce, un Napoléon, qu'importe, un lingotin, ou une verre à valeur, qu'importe, au moment où on a cassé la résistance, eh bien vous vous mettez du côté de ceux qui viennent d'emporter la dernière bagarre psychologique, à savoir les haussiers. Donc, l'idée, c'est que vous allez repérer, plus une zone de résistance est active, plus une zone de résistance semble faire ses preuves, plus une zone de résistance semble intraitable, plus il est impérieux d'attendre que l'on ait franchi cette zone de résistance pour acheter la quantité de métal que vous envisagiez d'acheter, tout en fractionnant, bien sûr. Alors, vous voyez, au point A, B, C, D, E, on a acté la présence d'une résistance à 324-328 $, mais une fois qu'au point F, on est passé au-dessus, c'est normalement à ce moment-là que vous achetez. Ça veut dire également que lorsque vous avez repéré vos zones de support et de résistance, eh bien, soit vous ne faites rien, soit on revient sur une zone de support et dans ce cas, vous déclenchez votre achat fractionné, votre dollar, votre euro, votre pièce, etc. Soit vous attendez éventuellement que l'on casse une résistance pour le faire, mais quand on est entre un support et une résistance, eh bien, on ne fait rien. On ne fait rien parce qu'on risque tout simplement de subir des tirs de barrage et qu'on n'est pas statistiquement sur des zones qui sont susceptibles d'entraîner des accélérations. Dire qu'au début, par exemple, vous envisagiez d'acheter tous les mois, mais que si on n'est pas sur un support ou une résistance, bah, vous ne le fassiez pas et vous conserviez éventuellement cette cartouche supplémentaire pour investir au moment où on sera sur un support ou une résistance, ou qu'on aura cassé une résistance. Par exemple, si vous aviez envisagé d'investir en septembre 100 euros en or et qu'au mois de septembre on est entre un support et une résistance et qu'il n'y a pas de véritable opportunité, ben vous gardez cette mise là que vous ajouterez à la mise d'octobre pour entrer de manière opportune lors d'un retour sur support ou lors d'un franchissement de résistance. Alors dans cette partie, la partie quatrième, on va justement essayer de voir comment a évolué l'or récemment et comment on peut mettre à profit ces évolutions dans le cadre de l'investissement rationnel en métaux précieux. Alors on va commencer par l'or libellé en dollars, parce que l'or est libellé généralement en dollars, et ensuite pour ceux qui préfèrent et sont plus à l'aise avec l'or libellé en euros, on fera également un point. Alors regardez ce graphe mensuel. Il ne faut pas vous laisser impressionner par la configuration, l'apparence de ce graphe. Chacun des bâtons que vous voyez correspond à un mois de cotation. Nous sommes donc ici avec les plus bas et les plus hauts du mois en cours. Et nous venons justement de casser une résistance qui était très importante, ici une résistance de long terme qui bloquait les cours depuis 2011. Et vous voyez que les confrontations nombreuses avec cette oblique descendante, cette résistance ont été justement plutôt à l'avantage des baissiers puisque les cours ont reflué au contact de cette résistance. Et ça fait donc 4 mois maintenant qu'on a réussi à passer cette résistance, témoignant justement d'un avantage psychologique et graphique pour les acheteurs. Et l'idée, c'est que nous sommes donc actuellement lancés et propulsés par cette cassure récente. Vous regardez également sur une unité de temps qui est l'unité de temps hebdomadaire, c'est que là j'ai changé d'unité de temps, chaque bougie correspond maintenant à une semaine de cotation, on est donc là. Et vous voyez de manière totalement évidente que les 1360 $ sont pour l'instant infranchissables. Et ça depuis 2016, puisque chaque fois qu'on a tenté de passer au-dessus de 1360 $ l'once, eh bien ça n'a pas fonctionné et puis on a subi un tir de barrage. Et justement, nous sommes toujours en train actuellement de subir les contre-coups de cette confrontation avec 1360 $. Ce qui est également évident ici, c'est que les 1126 $, enfin bon les 1120 $ pour faire simple, ont joué un rôle de support, c'est-à-dire que les cours ont rebondi là-dessus de manière assez violente, comme les 1060 $
ont également été une zone de support intéressante. De toute façon, c'est facile de trouver les zones de support, il suffit de regarder les creux et les niveaux à partir desquels justement la baisse a été cassée. À plus court terme, vous voyez que les 1200 dollars sont également un support. Il n'y a pas qu'un support, il y a des centaines de supports hein, pour vous. Et il s'agit surtout de voir et de repérer les supports les plus évidents. C'est déjà bien suffisant. Et vous voyez que les 1200 dollars ici ont été testés une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Mais ils se sont révélés incassables. Nous avons donc ici un support et ici une résistance. Concrètement, cela signifie que actuellement, vous ne devriez pas acheter. Vous ne devriez pas acheter, même si vous avez décidé, et c'est la bonne chose à faire, de fractionner votre achat, il ne faut pas acheter maintenant. Vous achetez quand? Ben, vous achetez par exemple lorsqu'on se rapprochera des 1200 dollars. Zone à partir de laquelle on pourrait connaître un rebond. Alors vous pourriez dire, oui, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on ne va pas aller plus bas à 1126? Rien du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que les dernières fois où on s'est approché de 1200 dollars, on a arrêté de baisser. Donc ça veut dire que si effectivement vous achetez à 1200 dollars, eh bien vous profiterez de cette impulsion haussière, alors que si vous achetez maintenant à 1300 dollars, 1284 dollars, eh bien vous risquez justement d'essuyer la perte potentielle qui vous amène de 1284 à 1200 dollars avant éventuellement de voir votre investissement porter ses fruits. Et c'est pas grave parce que si on casse les 1200 dollars, eh bien la semaine suivante, ou les semaines suivantes, lorsqu'on se rapprochera de 1120 dollars, eh bien dans ce cas, vous déclencherez pareillement votre achat. Et pareil sur 1060 dollars. Comparez cette situation, vous avez acheté 3 fois à 1200, puis à 1120, puis à 1060, à une situation où vous auriez investi la zone équivalente, la somme équivalente, mais à 1284. Dans un cas, vous auriez perdu toute la distance vous séparant de 1284 à 1060, donc plus de 200 dollars l'once, alors que si vous avez acheté un peu sur 1200, un peu sur 1120, un peu sur 1060, vous comprenez aisément que vous avez perdu beaucoup moins puisque votre coût moyen unitaire a baissé. Inversement, si vous voyez que ces zones ne sont pas touchées, mais que par contre on a cassé les 1360 dollars, c'est ici que votre achat doit se déclencher, puisqu'encore une fois, ça montre que la psychologie a changé, qu'on est peut-être prêt pour une nouvelle impulsion haussière. Pour l'or libellé en euros, c'est pareil. Vous voyez bien que les 34 000 euros semblent être un support très très crédible. On a essayé de les casser à de nombreuses reprises, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. On n'a pas réussi à descendre en dessous de 34 000. Donc clairement, maintenant, il ne faut pas acheter. Soit vous attendez que l'on revienne sur 34 000 euros le kilo pour acheter. Si ça casse, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours fractionner et investir plus à 31 000 euros le kilo, etc. Soit vous attendez par exemple que l'on casse les 39 000 euros le kilo ou les 40 000 euros le kilo pour acheter. Mais là, dans cette zone intermédiaire, eh bien, vous avez des risques. Vous prenez des risques, vous achetez maintenant. Bon, ensuite, là, j'ai fait les choses assez grossièrement parce qu'on n'a pas besoin d'être chirurgicaux non plus, mais vous avez d'autres zones de résistance. Par exemple, ici, les 36 000 euros le kilo sont également une zone de résistance, comme cette zone ici à 37 000 euros est une zone de résistance. Mais ça veut dire clairement que si on prend la zone des 36 000 euros comme une résistance, bah vous ne faites rien. Soit vous attendez que l'on revienne sur 34 000, soit vous attendez que l'on passe au-dessus de 36 000 et dans ce cas, vous déclenchez votre achat. Pour l'argent, c'est pareil. On a ce graphe en unité de temps mensuel, hein, chaque bougie correspondant à un mois de cotation. Vous voyez, là, on avait un support oblique, comme on appelle ça. Et pour l'instant, le timing ne semble pas mauvais, puisqu'une fois de plus, on a rebondi sur ce support. Si on descend d'une unité de temps, voilà ce que l'on a. On est en unité de temps hebdomadaire. Et il est clair ici que les 20,4 dollars sont une résistance majeure qui nous empêche d'aller plus haut, comme la zone des 13,8 dollars est un support majeur qui nous empêche d'aller plus bas. Donc au moins déjà là vous savez qu'il ne faut rien faire à moins que l'on revienne sur 13,8 ou que l'on casse les 20,4. Parce que si vous achetez maintenant, eh bien vous risquez de voir votre capital fondre comme neige au soleil jusqu'à aller chercher les 13,8 pour éventuellement rebondir. Mais après, évidemment, on peut peaufiner l'analyse. Vous trouverez, je l'ai dit, partout des supports et des résistances. Là, vous voyez que les 15,8, par exemple, c'est une zone de support également, puisque on n'a pas réussi à la casser ici, ni ici, ni ici, ni là, hein, puisque finalement, les chandeliers japonais montrent surtout que les mèches ne comptent pas, hein, ce sont les corps qui comptent, et on voit bien qu'on n'arrive pas à descendre significativement en dessous de 15,8. Donc,
Pour être plus précis, soit vous attendez sur qu'on revienne sur 15,8 pour acheter votre pièce d'argent, votre Hercule, votre lingot, qu'importe. Soit vous attendez que l'on passe les 18,6, mais là, dans l'état actuel des choses, il n'est pas raisonnable d'investir. Pareil pour l'argent libellé en dollars, en euros, pardon, les 400 euros le kilo sont effectivement une zone de support qui a manifesté son efficacité à plusieurs reprises, comme les 600 dollars s'avèrent pour l'instant infranchissables. Donc plutôt que d'acheter maintenant, eh bien vous tracez des horizontales sur les sommets et les creux et voyez que il est beaucoup plus lucide d'investir au cas où on casserait les 480 dollars, puisque ça nous libérerait du potentiel pour aller chercher éventuellement les 560 dollars, les 600 dollars, etc., plutôt que acheter tout de suite. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez des supports qui sont intermédiaires, comme par exemple les 440, on voit bien que c'est une zone de support. Ce n'est absolument pas grave. Ce n'est absolument pas grave que vous ne voyiez pas la même chose que moi. Le plus important, c'est de tracer des horizontales sur les sommets et sur les creux, et vous avez des supports et des résistances. Et il vaut mieux de toute manière acheter sur ces supports et sur cassure de ces résistances que n'importe comment. Vous l'aurez maintenant, j'imagine, compris. On va terminer avec... Ah oui, alors j'en parle parce que c'est important, ça a le vent en poupe, etc. Mais ce n'est absolument pas une recommandation. Le Bitcoin. Alors là, on va peut-être changer de braquet hein, pour parler du Bitcoin. C'est simplement une mise en garde. Regardez, n'ayez pas peur de tous les spaghettis qui traînent, toutes les courbes qui traînent. Retenez surtout pour l'instant qu'on est passé de 830 dollars à 7900 dollars quasiment hein, en un an. Soit une hausse de 850%. C'est-à-dire que ce que l'or a fait en plusieurs années, le Bitcoin l'a fait en une année. C'est pour ça que certains s'intéressent au Bitcoin, on peut les comprendre. Mais il faut également comprendre que suite à une hausse telle que celle-ci, vous avez vu ce que ça a fait sur l'or en euros, vous avez vu ce que ça fait sur l'or en dollars, vous avez vu ce que ça fait sur l'argent, etc. Derrière, il y a les consolidations qui sont à la hauteur, de la progression que l'on a eue. On a vu que c'était de l'ordre de 30 à 40, 50%. Donc ça veut dire que si vous achetez maintenant du Bitcoin à 7900 voire même 8000 dollars actuellement, vous devez accepter les règles du jeu et voir que le Bitcoin peut perdre 30, 40, 50% de sa valeur en l'espace de quelques jours. Okay, donc ça veut dire que ce que vous avez acheté à 8000 dollars peut valoir 4000, 4500, 5000 dollars. Il faut en être conscient. Alors un autre outil qui est assez intéressant, mais là je vais aller très très vite pour ne pas vous ennuyer. L'idée c'est que vous avez ici une petite courbe qui s'appelle la Bollinger supérieure. Okay, et la grosse courbe ici, ça s'appelle la moyenne mobile à 7 jours. Et vous voyez également que chaque fois que l'on sort, que l'on va au-dessus de la Bollinger supérieure et que eh bien, vous avez une correction, eh bien, ça nous amène justement sur la moyenne mobile à cette période. Regardez, là on sort, on revient en dessous de la Bollinger supérieure, on va chercher la M7. Ok, donc ça veut dire que si vous achetez maintenant, regardez là, ça sort et ça va chercher la M7. Ça sort et ça se rapproche de la M7. L'idée, c'est que si vous achetez maintenant, et ben à n'importe quel moment, vous pouvez vous retrouver avec un contact sur la M7, donc à les 4400, 4500 dollars le Bitcoin. Voilà, ce sont des choses que l'analyse technique ne peut pas feindre de ne pas voir. Okay, c'est la réalité des hausses qui sont exponentielles. Le Bitcoin, au-delà du bien fondé du principe sur lequel je ne veux absolument pas me positionner, voilà, toutes les progressions qui sont comme ça de manière parabolique s'exposent à des consolidations qui sont également extrêmement violentes. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec ma présentation. Je vais laisser la place aux vrais théoriciens. Moi, j'aimerais simplement vous expliquer que tout ce que je vous ai présenté est issu d'un module de formation, d'un livre que j'ai publié, que vous trouverez au prix dérisoire de 12 € à peu près. Et vous retrouverez dans ce module de formation bien tout ce que j'ai dit bien plus développé parce que c'est une vidéo qui va être beaucoup plus longue. Vous allez trouver également des cas pratiques, vous allez retrouver les graphes que j'ai exposés, vous allez retrouver des exercices pour vous entraîner. N'hésitez pas
à vous le procurer. Encore une fois, je pense que vous avez véritablement moyen d'optimiser vos investissements en or et en argent. Et je vous cacherai pas que moi-même, et c'est comme ça qu'on s'est connu avec Jean-François Faure, je suis un goldeux depuis très 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 longtemps. C'est la manière que j'utilise moi pour justement investir en métaux précieux. Et pour retrouver ce module de formation, c'est très simple. Vous allez sur Google, vous tapez Tradosaur. Et vous arriverez sur mon site, hein, vous pourrez vous procurer ce module de formation. Donc je répète, une vidéo, un livre au format numérique, des exercices corrigés, etc. Et également sur mon site, vous retrouverez toutes les semaines, le week-end, mon analyse technique de l'or et mon analyse technique de l'argent pour que vous puissiez suivre en temps réel eh bien, les évolutions, hein, au plus près de l'actualité de l'or et de l'argent. Voilà, je vous souhaite une très bonne conférence avec l'intervenant suivant et je vous dis sans doute à l'année prochaine, hein, en chair et en os cette fois, pour une nouvelle présentation de l'or et de l'argent sous l'aspect technique.